Il y a des gens qui chantent les mérites de Massamba Deba. Comment Massamba Deba a pu faire ce qu'il y a été fait? Ce n'est pas lui qui a fait, mais comment est-ce qu'on a pu faire sous son règne tout ce qui a pu être fait au Congo? Parce qu'il avait d'abord une vision. Et pour réaliser cette vision, il a eu besoin de connaisseurs. Et le Congo, aujourd'hui, est tombé à la tête. Il va très mal, mais très, très, très mal. C'est pour ça que j'apprécie d'ailleurs qu'en cause de choses comme que vous me posiez ce genre de questions, que je mette un peu en exergue ce que moi j'imagine qu'on pourrait imaginer de faire pour qu'on se relève, parce qu'il y a trop, mais trop de désordre. Il n'y a plus de Congo. Pour ce qui me concerne, c'est ça le malheur du Congo. Le malheur de nos populations. Je vais vous en parler tout à l'heure, si on a encore un peu de temps. L'Assemblée, aujourd'hui, qui est l'organe de contrôle, de veille, de tout, ne joue pas son rôle. Vous avez vu qu'on fait en sorte que cette Assemblée soit monocolore. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'avoir encore choisi TEDAR TV pour suivre ce nouveau numéro de Droit le Savoir où j'ai le plaisir de recevoir le nouveau sur ce plateau, Monsieur François Soumbo, qui n'est plus à présenter, mais pour ceux qui le découvrent, il est ancien directeur technique de l'Office national des forêts, ancien directeur de l'Office congolais des forêts, ancien directeur de la Société nationale des transformations des bois. On comprend aisément que la forêt, c'est vraiment votre affaire, Monsieur François Soumbo. C'est bien cela, Monsieur Christian. Bonsoir d'abord. Bonsoir, et c'est toujours un grand plaisir d'être sur votre plateau et puis d'échanger avec vous. Merci, Monsieur François Soumbo. Je n'avais pas fini de faire votre présentation. Vous êtes aussi ancien parlementaire congolais, actuellement animateur d'un mouvement socioculturel dénommé la Viliphonie, dont vous êtes d'ailleurs le fondateur. Est-ce une forme de revendication ethnique ou de l'entité Kwilu? Non, quand on parle de la viliphonie, ça n'a rien à voir ni avec l'ethnie, ni avec l'entité Kwilu. Ça a à voir avec un appel à se retrouver dans ses origines. Vous savez vous-même ce que nous avons subi du fait de la colonisation. On a trouvé que nous étions des peuples sans civilisation. Et les autres se sont organisés pour envoyer chez nous ce qu'ils avaient appelé des missions civilisatrices. Et à travers ces missions civilisatrices, on nous a dit que nos langues, ce sont des patois, ça s'appelait comme ça des patois, qu'il ne faut pas les parler, c'est trop dégueulasse, et que si on voulait devenir des civilisés, il fallait apprendre une langue étrangère qui s'appelle le français. Enfin, on comprend que c'était une manière, aujourd'hui nous comprenons que c'est une manière de nous amener vers une civilisation qui n'est pas la nôtre. Naturellement, nous avions adhéré au point où on a perdu, il n'y a pas que des Vili. C'est pourquoi je dis c'est une affaire, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est tout le monde à qui on a interdit l'usage de sa langue maternelle. Parce qu'il s'agit de transformer la mentalité. Il s'agit d'adopter une autre culture que la vôtre. Parce que si vous restez avec votre culture, il est difficile de vous coloniser. Voilà, je dis les choses comme ça pour une meilleure compréhension. Alors, on a vécu, on est ce qu'on est aujourd'hui, on constate que nous avons tout perdu, que nos enfants ne parlent plus nos langues. Alors, faut-il laisser la situation comme ça? On dit non, il faut amener les gens à se retrouver dans ce qui leur appartient, qui leur revient, d'où la création de cette affaire
de viliphonie, il s'agit d'une révalorisation de nos langues locales. Pour ce qui concerne les gens du Kwilu, il y a là-bas des langues qu'on appelle le Chivili, le Chiyombi, Chilumbu, Chiwoyo, Chikochi. Vous voyez, autant de langues, mais qui s'intercomprennent. Du fait de cette intercompréhension, moi, j'ai cherché un nom qui ressemble tout ça, j'ai appelé viliphonie, et j'ai appelé les gens à se rassembler autour de cela. Voilà ce qui s'appelle la viliphonie. Et partout ailleurs, on devrait faire pareil d'ailleurs. Il y a quelques années, j'avais fait un essai du dictionnaire que j'ai appelé dictionnaire Vili français. Et à ce moment-là, je suis tombé sur un doyen qui n'est plus de ce monde, le Timba Mbili, qui avait apprécié ce que je faisais et qui m'a montré lui aussi de son côté ce qu'il était en train de faire avec les autres, d'autres. Et ils ont fait un dictionnaire appelé Mboshi français, français Mboshi. C'était un dictionnaire bilingue. De toutes les façons, c'était fait par des experts, des connaisseurs de la matière. Moi, je ne suis ni lexicologue, ni linguiste. J'ai fait comme j'ai pu. Mais ils ont fait un travail de recherche bien fouillé. Et je suis sûr que d'autres peuples ont suivi cela. J'ai vu entre-temps, c'était je crois dans les réseaux sociaux, un frère qui dit être Bakamba, qui a mis en place une affaire concernant les Bakamba et les appelant à récupérer leur langue telle que moi je suis en train de vous l'expliquer. Alors donc, cela n'a rien à voir avec une revendication quelconque de l'entité Kwilu, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu. Mais je vous ai présenté M. François Soumbu comme ancien directeur et ancien parlementaire. Est-ce que cela est suffisant? Qui est réellement M. François Soumbu? Est-ce que vous pouvez nous parler de vous en quelques mots? On bouge souvent de modestie pour ne pas venir exhiber des choses qu'on n'a pas. Donc, c'est toujours important pour nos téléspectateurs de savoir à qui on a affaire. Autrement, je suis de formation ingénieur du bois. C'est ce qui m'a fait aller dans tout ce que vous venez de citer là, d'avoir géré de nombreux plans des branches forestières. Quand je finis l'école, je suis chef de service de recherche forestière, travaillant avec le centre technique forestier tropical de Nogent-sur-Vernisson en France, Nogent-sur-Marne en France. Ensuite, me voici devenu tout ce que vous avez cité tout à l'heure, directeur technique de l'Office national de forêt, ayant pour mission de boiser les savanes du Congo en eucalyptus, un bois appelé eucalyptus, et sans sa croissance dite rapide, parce que le Congo, comme les autres pays alentours, qui formaient avec lui ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française, avait besoin de se doter d'une usine de fabrication de pâte à papier. Il fallait faire de la recherche, trouver les terres qui accueillent l'eucalyptus et m'y lancer. D'où directeur technique de l'Office des forêts, directeur de l'Office des forêts. Ensuite, bon, fâché avec les autorités congolaises qui ne comprennent rien à rien dans ce que l'on donne comme activité à quelqu'un, bon, je suis reparti poursuivre ma formation pour devenir finalement ingénieur du bois. Et dès que je termine, mon ministre de tutelle, François-Xavier Catali, à la recherche de cadres pour animer son secteur, passant en France, est venu me faire rentrer pratiquement comme de force pour aller prendre la direction d'une usine de transformation des bois, usine d'État, de l'État, une usine qui avait été abandonnée par les Israéliens, qui s'appelait Afris Bois Congo. Le Congo l'a nationalisée, l'a appelée Société nationale de transformation des bois, Sonatrab, et j'ai été nommé directeur. Et comme quoi le Congo avait vraiment besoin de vous. Mais vous avez été aussi secrétaire, je crois, syndical. Quand j'ai terminé, j'ai fait le tour de tout ça pratiquement. D'abord pour vous dire comme quoi le Congo avait besoin de cadres. Ce n'est pas aujourd'hui où le Congo n'a besoin que des gens qui viennent obéir à quelque chose.
Hier, le Congo a besoin de cadres. Le Congo avait besoin de personnes qui viennent relever le Congo. Tenez, monsieur, je vais en profiter pour vous dire, par exemple, il y a des gens qui chantent les mérites de Massamba Deba. Comment Massamba Deba a pu faire ce qu'il a été fait? Ce n'est pas lui qui a fait, mais comment est-ce qu'on a pu faire sous son règne tout ce qui a pu être fait au Congo? Parce qu'il a fait d'abord une vision. Et pour réaliser cette vision, il a eu besoin de connaisseurs. Et des connaisseurs, je ne sais pas, vous êtes jeunes, mais nous, autour de Massamba Deba, nous avons vu ce qu'on a appelé les technocrates, des technocrates. Il y avait autour de lui un Pascal Lissouba, ingénieur agronome. Il n'est pas allé prendre un cultivateur au village pour faire ce qu'il avait à faire. Il y avait autour de lui des gens comme Paul Kaya, un grand économiste, mais des jeunes hein, fraîchement débarqués de l'école, sortis de l'école, mais qui sont rentrés chez eux parce que nous, de notre temps, quand vous étiez admis, surtout si vous étiez boursier d'État congolais, vous signiez un engagement quinquennal qui disposait qu'avant 10 ans, vous deviez servir l'État. Et tous ceux qui rentraient, ils servaient l'État. Et Massamba Deba, dans son intelligence, lui n'était qu'instituteur. Il n'avait pas la formation, mais il s'est mis autour de lui toutes ces personnes. Les Vanden Reysen pour les statistiques, les Claude Dacosta pour les forêts, etc. Si je me mets à citer tout ce monde, ça va nous prendre tout le temps que vous avez réservé à votre émission. Donc, Massamba Deba, pour réaliser sa vision, a visé des connaisseurs. Ce sont ces connaisseurs qui ont travaillé à faire qu'on ne fasse pas de l'aventure. On ne se lève pas un matin qu'on dise, bon, on s'en va monter un aéroport à Chibiti. Pourquoi faire? Point d'interrogation, parce que combien de personnes vont voyager chaque jour pour rentabiliser cet apport? Et dans quel avion quand vous n'en avez pas? Voilà, et puis l'entretien de l'aéroport et tout ça, comme vous l'avez dit. Alors, mais monsieur François Soubou, nous sommes encore en août 2022, c'est le mois de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Vous êtes octogénaire. Je suppose que vous aviez encore la vingtaine quand le Congo-Brazzaville accédait à la souveraineté internationale. Pouvez-vous donc nous parler comment avez-vous vécu cet événement? Où étiez-vous exactement, au Congo ou à l'extérieur? Bon, nous avons vécu cette affaire en étant au Congo. Nous venions à peine de terminer les études secondaires, jeunes bacheliers, en instance de partir ailleurs, puis chez nous, il n'y avait pas d'école pour nous former dans les domaines que chacun de nous choisissait. En ce qui me concerne, j'étais au Congo. Comment avons-nous vécu l'événement? Bon, on se disait, on a dit indépendance. Pour nous, ça voulait dire que nous avons été sous la coupe d'une certaine civilisation, qu'aujourd'hui, on nous sort pour nous donner la possibilité de nous gérer, de vivre par nous-mêmes. Donc, on n'a fait qu'apprécier cet événement-là. Tous les jeunes que nous étions heureux, nous étions contents. Nous partions à ce moment-là pour aller acquérir les formations supérieures, avec l'espoir qu'au retour, nous serions des personnes responsabilisées pour aider à relever, à remplacer ceux qui venaient de partir, je veux dire les expatriés, parce que c'est eux qui étaient partout. En ce qui me concerne, je suis allé dans une affaire appelée les eaux et forêts, mais c'était la chasse gardée des expatriés. Comme aujourd'hui, hier c'était le pétrole congolais, le bois. Alors, ils avaient confisqué ça, de telle sorte que pour y aller, il fallait être quelqu'un, passer par des concours, entrer dans des écoles. Aussitôt après cette affaire d'indépendance, enfin, indépendance,
On vous a lancé pour aller chercher votre voie. C'est pas une indépendance. Nous sommes allés à l'extérieur, nous former, de telle sorte que quand nous avons terminé, on peut se dire avoir été les tout premiers cadres, chacun dans le domaine dans lequel il s'était lancé, les tout premiers cadres pour démarrer le Congo. Alors, tout à l'heure, on va revenir pour comprendre qui finançait vos études, comment ça s'est passé, le système éducatif. Mais parlons d'abord de ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui, 62 ans après son accession à la souveraineté internationale, comme je venais de le rappeler. Tout le monde, ou presque, s'accorde à dire que le Congo va mal, mais vraiment très mal. Partagez-vous cet avis? Absolument. C'est un Congo qui est tombé de la tête. Formidable. Va mal, mais on peut être tombé à les pieds et puis tenir debout. Moi-même, j'ai eu à fuir un jour d'une traque. J'ai fait un mur de 2 mètres, je suis tombé. Ça ne m'a pas fait autant mal que si j'étais tombé par la tête. Là, j'étais tombé sur les pieds. Parlez-vous. Et le Congo, aujourd'hui, est tombé à la tête. Il va très mal, mais très, très, très mal. C'est pour ça que j'apprécie d'ailleurs qu'en cause de choses comme que vous me posiez ce genre de questions, que je mette un peu en exergue ce que moi j'imagine qu'on pourrait imaginer de faire pour qu'on se relève, parce qu'il y a trop, mais trop de désordre. Il n'y a plus de Congo. Il n'y a plus de Congo, le Congo est tombé, vous avez dit, par la tête. Cela veut dire qu'il n'y a pas l'espoir de se relever. L'espoir, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il y a l'espoir de se relever. Il y a seulement qu'on sache comment faire pour aller vers cet espoir. De toutes les façons, dans la vie, il faut avoir d'abord souffert pour pouvoir voir le chemin. Donc, l'espoir existe. Il nous faut nous asseoir et nous donner une vision pour le Congo. Que voulons-nous pour le Congo? Hier, je vous ai dit, le Massamba Débat, quand il arrive, il a une vision. Il veut quoi? Il veut faire ceci. Est-ce qu'il s'était posé la question de savoir avec quoi je veux le faire? Je n'en sais rien. Mais je me souviendrai que le budget, le premier budget qui a été géré par ce monsieur devait tourner autour de 4 milliards avec des gens mais sérieux, des connaisseurs du genre Rebouka Babakas, qui était le ministre des Finances, des grandes têtes bien formées, mais non seulement bien formées, mais aussi patriotique, vous voulez dire? Des technocrates. C'est des têtes qui tournaient bien, qui savaient d'où nous venions, où est-ce qu'on en était et où est-ce qu'on voulait partir. Ils ont amené plein de principes dans ce qu'ils devaient faire, entre autres, ce qu'on appelle la rigueur dans la gestion de la chose publique. Aujourd'hui, il n'y a plus de choses publiques, c'est des choses individuelles. Tout ce qui avait volé en éclats, chacun fait comme il veut. Mais allez demander à un Nebouka Babakas comment il a géré 4 milliards seulement et comment ils ont réussi à faire tout ce qui a été fait. Si nous avions du temps, mais nous pourrions vous énumérer tout ce que ces gens ont fait avec le peu qu'ils avaient et qui a donné au Congo l'espoir d'un avenir meilleur. Que ceux qu'on venait de quitter n'étaient pas tellement mauvais parce qu'il y avait tout ce qu'il faut pour vivre en paix. J'imagine, je vois par exemple, je regarde, aujourd'hui j'apprends que pour avoir de l'eau, c'est difficile. Mais nous avions de l'eau tous les jours. Il y avait même des réservoirs d'eau qu'on appelle des châteaux, qu'on appelait des châteaux d'eau, de telle sorte que l'eau ne pouvait pas manquer. Nous avions du courant. Avec des fontaines publiques, c'est cela. Des fontaines publiques, partout, il y en avait. Du courant, il y en avait. Tenez, tout à l'heure, vous me parliez de la langue. Des langues, je ne sais pas, machin, tribalisme, non. Je me souviens, la compagnie de courant s'appelait l'UNELCO, Union électrique du Congo. Et sur ces bornes où il y avait, je ne sais pas comment il y avait, je crois que là, partout, il y avait des transfos de UNELCO. C'était écrit, attention, danger de mort.
Enfin, pour le cas de Pointe-Noire, hein, où on parle une langue qu'on appelle Chivili, ils mettaient danger de mort Kebaanoukoufwa. Danger de mort Kebaanoukoufwa. Il y avait le courant, tout ce qu'il fallait pour mettre les gens à l'aise. Danger de mort, Kéban Koufou. Alors, on va donc revenir pour comprendre, puisque vous dites évidemment que le Congo va mal, très mal, vous l'avez même dit, et insisté pour dire que le Congo est tombé par la tête. Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui ne va plus? Sinon, à quel niveau les choses ont failli? Mais les choses ont failli à partir du moment où les gens ont découvert que pour réussir dans ce pays, il faut une guerre de leadership. C'est très bien, guerre de leadership. Au départ, c'était des guerres entre ethnies. La chose a évolué. On se trouve aujourd'hui face à des guerres, où des familles entières veulent s'accaparer du pouvoir, de tous les pouvoirs pour enfermer le Congo dans leur carcan, non? Et les autres ne sont pas d'accord. Donc, il y a cette guerre-là qu'il faut arrêter, mettre de l'ordre, mettre le respect des ambitions de l'avenir, sans sentiment ni émotion, et aller vers le choix des hommes qui doivent entreprendre le suivi de ceux qu'on aura arrêtés. Et pour ça, je disais qu'il n'y a pas à désespérer. Il ne faut pas désespérer, je l'ai dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'y a que des gens comme vous faites, moi je vous trouve utile à la société. Parce que quand vous arrivez à appeler qui vous connaissez pour causer ou discuter avec vous de ce genre de préoccupations, chacun vient amener ses opinions. C'est comme ça qu'on va s'ouvrir les yeux. Un jour, nous allons certainement nous retrouver. Nous autres, on ne sera peut-être plus là, mais il ne faut pas faire par rapport à quelqu'un ou par rapport à nous qui sommes là. Il faut faire par rapport à ce qui arrive. Ceux qui arrivent doivent savoir que ceux qui sont partis nous ont laissé tel héritage. Et vous servez de cet héritage pour avancer et tenter de changer les choses, amener un autre modèle et on avance. Je répète, je vous remercie et j'apprécie hautement ce que vous faites, pourvu que les gens suivent ça, qu'ils écoutent encore. Merci beaucoup, Monsieur François Sombou. Alors que vous estimez que les choses vont très mal, de son côté, Denis Sassou Nguesso, vous l'avez probablement suivi dans son message à la Nation du 14 août dernier, parlons bien sûr des élections législatives qui ont eu lieu les 4 et 10 juillet, bien sûr. Alors, il estime que tout s'est bien passé et donc la démocratie suit son cours, tout va bien. Comme quoi, politiquement au moins, les choses vont très bien. Vous vous dites que tout va mal. Mais ça dépend sous quelle langue lui voit les choses. Hein? Il ne faut pas lui en vouloir. Chacun se fixe des objectifs sur le chemin qu'il a entrepris. S'il a vu que les objectifs qu'il s'était fixés ont été atteints, par exemple, moi, je ne passe pas par 4 chemins. Voyez-vous, vous n'avez pas d'élection législative. J'ai entendu les résultats de ces élections. Non, j'ai même lu des noms. Bon, pour moi, il faut écarter le mot élection parce que depuis les dernières élections auxquelles j'ai assisté et auxquelles j'ai pris part d'ailleurs, c'est en 1992, je crois. Ça, c'était des élections. Aujourd'hui, c'est des nominations. Bon, alors, il se pourrait, par exemple, qu'il se soit fixé comme objectif d'aller faire la cour, parce qu'aujourd'hui, les gens fabriquent des partis pour aller les coller au parti qui est présidé par le président de la République. Alors, il s'est dit, il faut que je fasse tout pour avoir tout ce monde-là pour me faire les résultats dont j'ai besoin afin d'avancer. C'est un objectif. Si ça a marché, c'est très bien. Encore que je peux dire que ça a marché.
Parce que j'ai constaté que les partis, normalement, on fait un parti politique pour viser le pouvoir. Parce qu'on a, comment vous pouvez appeler ça, un projet de société. Alors, on fait un parti politique. Aujourd'hui, le problème est qu'on fabrique des partis politiques qu'on s'en va coller au parti du pouvoir qui s'appelle le Parti congolais du travail. Et ceux qui vont amener leur, je sais pas moi, leur parti au PCT se voient imposer ce que veut le PCT. Par exemple, le PCT a besoin que, au niveau de l'Assemblée, je ne sais pas combien il y a de députés actuellement, bon, s'il y en a 150, que le PCT ait au moins 130. Alors, il vous reçoit, vous dit, bon, voilà, les amis, vous êtes du camp présidentiel, bon, dans telle circonscription, on vous donne ceci, là-bas, moi, PCT, je prends ça, etc., etc. Les gens adhèrent. Des gens adhèrent. Il se pourrait, par exemple, que la chose ait été pensée comme ça. Parce que ce qu'on relève, il faut, mon cher Christian, se dire qu'au Congo, il y a plein de gens intelligents. Être intelligent, c'est bien. Mais à quoi ça sert d'être intelligent si on n'a pas un peu de malignité quelque part? Intelligent, d'accord, mais il faut être malin. Vous avez lu des contes dans lesquels on parle tout le temps d'un animal qui s'appelle le lièvre. Il n'a aucune intelligence, le lièvre, mais il sait jouer, il est malin, il sait dribbler les autres. Donc, venez avec moi, nous sommes le groupe présidentiel. Très bien. Moi, j'accepte d'y aller, mais je ne vais pas aller prendre tout ce que j'amène avec moi et donner. Alors, il se pourrait qu'on ait pensé à ce niveau, bon, voilà, pour que je gagne, il me faut appeler tout ce monde-là. Ils ne sont pas aussi malins que moi, et moi, je suis rusé, alors je les appelle. Dans ma ruse, je leur propose ça, 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 ça. Comme ça, les gens qui vont être élus, ce sera des députés sous l'étiquette PCT. S'il s'est mis un programme comme ça en place et que ça a marché, vous ne pouvez pas lui interdire de se satisfaire de ce que les élections se sont très bien déroulées. Il a le droit. Il n'a pas dit ça par rapport à un programme qui concerne le pays. Je n'ai pas entendu le programme concernant le pays. Parce que le programme du pays, quand il a été lancé, le programme du gouvernement, pardon, quand il est lancé, bon, c'est souvent pas le président qui vient en faire le compte rendu, il y a un chef du gouvernement. Lui, il a parlé en politique. Il a dû se faire un projet, une idée de comment faire pour arriver où ça marchait, et il dit ça a été. Eh bien, donc, ce qu'on va comprendre par là, c'est sa satisfaction tient lieu du programme qu'il avait, du projet qu'il s'est fait d'ailleurs de conserver le pouvoir et que probablement ça marchait malgré tout ce que l'opinion publique a dénoncé, fraude, tricherie par-ci, par-là. Et vous l'avez d'ailleurs bien dit, c'est en fonction de ce que lui, il voit, sa manière de concevoir les choses. Et on se rend bien compte que ce sentiment de satisfaction a été renchéri par Isidore Mbouba, président de l'Assemblée nationale, qui a été d'ailleurs reconduit, je crois que vous le savez. Et lui, il pense en substance qu'avant Denis Sassou Nguesso, rien n'a existé au Congo. Donc, comme quoi les Congolais doivent tout à Denis Sassou Nguesso. Alors, vous êtes parmi les premiers cadres de ce Congo, de ce pays. Est-ce qu'on peut comprendre avec vous, d'abord, quels commentaires vous faites face à ce genre de déclaration? Et vous nous direz, que fut le Congo, à quoi il ressemblait? Vous m'avez parlé de Isidore Mbouba, de ce qu'il a dit. Écoutez, si vous aviez posé la question à mon grand-père maternel, qui était un grand sage, un sage, du sage de l'époque, hein, pas les sages que vous voyez là,
qui vont gesticuler, faire du n'importe quoi. Et ça, je réfléchis. Donc, vous auriez posé une telle question à ce sage, ce grand sage que fut mon grand-père, il vous aurait dit, et je le dis dans la langue dans laquelle il m'avait dit ce que je vais vous dire là. Parce que si je traduis, je vais traduire pour une meilleure compréhension, ça, oh, ça diminue la teneur. Ça va perdre la substance. Ça perd la substance. C'est pourquoi, permettez-moi, je sais que vous ne comprenez pas. Je vous en prie, bien sûr. Pour dire dans cette langue-là, je vais essayer de faire l'effort de traduire, si vous pouvez comprendre. Mon grand-père disait que Moutou Lili, Moutou Kebe. Ketikumbasu Nakuyilak. Je reprends mon cher Perrin, excusez-moi. Je vous en prie. Moutou Lili, Moutou Keba, Ketikumbasu Nakuyilak. La traduction en français peut être ceci. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui s'en est bien mis, beaucoup mis dans le ventre, veillez sur lui. Parce qu'il peut se jeter au feu. Voilà la traduction, j'allais dire presque littérale. Prenez soin de quelqu'un qui s'en est bien mis dans le ventre, on ne sait jamais. Parce que pendant que même, si on lui dit même qu'il y a des bombes qui tombent là sur ta maison, lui il peut vous dire, puisqu'il est répu, il va vous dire, non, c'est de la pluie ça. Il peut se jeter même au feu. Est-ce que c'est une façon de dire que lorsqu'on a trop mangé, on ne réfléchit plus, c'est ça? Vous avez tout compris. Moi, je ne veux pas me mettre à expliquer chaque mot que je sors, que celui qui a compris comprenne. Donc, ne jugeons pas les gens. Un peu comme, voyez-vous, nous voici avec deux personnes, une nuit, dehors, et puis il y a la lune. Moi, je vois la lune. Et je leur montre la lune. L'un d'eux, enfin, ils ne verront pas la lune de la même manière. Parce que pour l'un, il va regarder la lune telle que je la lui montre avec mon doigt, l'autre, il va regarder mon doigt. Monsieur Perrin, vous me comprenez? Je vous montre la lune. Au lieu de regarder la lune, pour l'un, lui, il la regarde, l'autre, il regarde mon doigt. Allez leur demander à chacun de juger de l'état de la lune, de tout ça. Ils ne vont pas vous donner les mêmes avis. Laissons donc le président de l'Assemblée nationale dans ses autosatisfactions, ne lui en voulons pas, mais travaillons à faire que nous comprenions, puisqu'il s'agit du pays, que le pays est dans une situation telle que nous devons tous nous mettre debout pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas besoin de se lever pour insulter les gens, raconter n'importe quoi. Non, il faut regarder d'où vient que ce soit comme ça. Alors que hier, ce n'était pas ça. Et vous m'avez demandé de repartir à ce que c'était hier. Évidemment, si vous pouvez nous rappeler ce que fut réellement le Congo-Brazzaville, d'abord sur le plan économique, comment était-elle donc la structure économique, comment était-elle donc structurée et sur quoi reposait l'économie congolaise? Pour faire court, l'économie congolaise reposait sur un produit merveilleux qu'on appelait le bois. Pendant des années, pendant tout le temps de la présence des expatriés, parce que je ne voyais souvent que ça. Il y avait des usines, plein d'usines, par exemple, au niveau de Pointe-Noire. Je commence par l'Olisie, le pays de l'or vert, le bois, nous l'appelions l'or vert. C'est de là que venait tout le bois. Il y avait une grande usine, employant pratiquement tout le monde actif de l'Olisie. À Pointe-Noire, vous en aviez à foison. Bref, dans ce domaine-là, rien que là-dedans, tout le monde trouvait du travail. Ça signifie qu'il y avait une activité appelée exploitation forestière.
Il y a du bois qu'il fallait sortir des forêts, amener jusqu'au port de Pointe-Noire parce qu'il n'était pas encore travaillé jusqu'à ce que les usines vont... Alors, pour sortir ce bois, il y a un chemin de fer. Un chemin de fer bien fait. Un chemin de fer sur lequel des cantonniers passaient tous les jours pour s'assurer que tout va bien. Tout allait. On a même baptisé l'épine dorsale hein, de l'économie, c'est ça? C'était l'épine dorsale de l'économie congolaise parce que, vous le savez, les populations que nous appelons paysans, je ne sais pas ce que ça veut dire aussi d'ailleurs, les paysans qui travaillaient à l'intérieur, ils évacuaient leurs produits par ce chemin de fer. De quelle manière? Ils prenaient des pistes qui reliaient cette épine dorsale. Donc, le chemin de fer, c'était l'épine dorsale. Et à l'intérieur, c'est les côtes là, qui allaient vers l'intérieur. Et tout ça se faisait sans problème parce que, d'abord, les routes pour partir de l'intérieur jusqu'au chemin de fer étaient des routes entretenues, mais bien entretenues par un organe créé par ceux qui avaient la vision qu'il faut, qu'on appelait l'Office congolais d'entretien routier. Et l'épine dorsale elle-même comportait non seulement le chemin de fer, il y avait aussi la route nationale, dite numéro 1, qui desservait Pointe-Noire et Brazzaville. Sur ces routes-là, on roulait, mais bien, sans problème. Et ce n'était pas goudronné. Moi qui vous parle du fait de mes activités de forestier, surtout quand j'ai fait à un moment donné, avant d'être responsabilisé autre chose, j'ai fait l'inspection des forestières. Nous allions dans les chantiers forestiers, des exploitants forestiers, pour constater que les choses sont faites selon dans les normes, qu'on ne triche pas, qu'on ne vole pas les bois. Mais j'ai roulé toute ma vie sur les routes du Congo en 504. Donc, ce n'était même pas les 4x4 comme aujourd'hui. Même pas les 4x4, 504, normal, pas tous les temps, qu'il pleuve ou quoi. Dans toute la partie sud du Congo, qu'est-ce que je pouvais utiliser d'autre que le véhicule. Et je ne quittais le véhicule que quand j'arrivais à Brazzaville, où j'allais en voiture 504. Je laissais le 504 à nos bureaux, ce qu'on appelle le parc zoologique. C'est là où il y avait nos bureaux de l'Office national des forêts, pour prendre l'avion, aller vers le nord du pays, parce que dans le nord, il y a des coins comme Infondo, il y avait un gentil petit aéroport bien fait que desservait des Antonov. Si je ne prends pas l'avion pour aller m'amuser avec les crocodiles qui voyageaient avec nous dans les cabines, je prenais le bateau 5 février. Donc, le pays était bien desservi, que ce soit par la route, par le rail, que par les eaux. L'eau, c'est l'Ubangi qui nous amenait ce qu'il y avait à amener, et puis tombait sur le Congo et nous descendions à Brazzaville. Donc, chacun trouvait son compte pour, par exemple, évacuer sa production, sans compter que, à un moment donné, l'État s'est mis à aider les producteurs à l'intérieur en créant une structure appelée ONCPA, Office national de commercialisation des produits agricoles, avec des cadres formés, les Kombo Machona, des gens qui savent ce que c'est, de quoi il était. Et donc, ils assistaient les producteurs, disons les agriculteurs, en faisant quoi exactement? L'Office national de commercialisation, c'était pour acheter les produits des populations à l'intérieur. Avec les véhicules de l'Office, nous acheminions ces produits achetés par l'État pour éviter aux producteurs des déplacements fastidieux. Ça venait jusque, par exemple, à Brazzaville,
pour descendre sur Pointe-Noire, parce que la plupart de ce sol est exporté. Ça vient, et puis c'est à Pointe-Noire où il y a le port pour embarquer. Prenez, je vous cite, un village du Kouilou qui s'appelle Lessara. C'est la capitale de la banane, c'était à l'époque. Les gens produisaient de la banane. Et de façon permanente, il y avait des wagons de chemin de fer, des wagons de train à la gare Lessara pour embarquer ces bananes-là. Parfois, c'est les véhicules de l'UNCPA qui partent acheter, ils amènent à Lessara embarque dans le train et le train descend les marchés sur Pointe-Noire. Donc, le Congo de cette époque-là, à partir du moment où on a eu l'indépendance, disons juste pratiquement les années 60, poussons ça jusqu'à 1980, c'était un Congo formidable, où il faisait bon vivre, mais très bon vivre. Il y avait tout ce que vous avez voulu parler d'activité économique, mais il y avait tout, mais tout. Il y avait tout. On se souviendra aussi de cette petite économie informelle où, prenant le train, en faisant le trajet, bien entendu, il y avait des petits vendeurs à la criée qui venaient vendre pour mbala, comme on dit ça chez nous. Et tout ça, ça a disparu. Mais qu'est-ce qui peut justifier… Arrivé à une gare comme le Brise, devenue Bouantsa, qui était très animée du fait de l'activité de la cimenterie. Mais c'est là où nous venions acheter le mbala. Tu arrives dans un temps, mbale. Il y en a qui crient les ngouba. Il y a des populations avec de quoi vivre, mais correctement. Une ambiance où on ne pouvait jamais savoir qui est de quelle ethnie, qui est de quel coin, tout le monde était là confondu. Est-ce qu'on avait à voir avec ce fait de savoir qui est qui? Nous étions des Congolais. Nous étions les Congolais. On était partout. Si un jour vous m'amenez vers le domaine de l'école, par exemple, les écoles, il y en avait partout. L'école de formation, j'entends. Je ne parle pas du privé, du primaire. Quand on arrivait au cours moyen deuxième année, il y en a qui s'offraient d'aller où ils voulaient. Et par exemple, il y a l'école de formation des instituteurs de Mbunda, à Dolisie. Où d'ailleurs notre chef d'État est passé. Il est devenu aujourd'hui, c'est de là qu'il est parti. Mbunda. Il y avait en matière de formation en matière agricole, l'école d'agriculture de Grand Bois, à Sibiti. Je m'arrête là pour ne citer que ces écoles. À l'époque, nous, quand on arrivait à l'école, vous êtes admis, on avait très peur d'aller même à l'école parce qu'il y a ce qu'on appelait la brimade. Les gens tapaient. Mais quand les gens arrivaient, qu'on les tapait, ce n'était pas parce qu'ils étaient bembe, mboshi, kuba, tout ce que l'on veut, simplement parce que c'était la règle. Personne n'était contre personne. Nous étions des enfants du Congo. Bien au contraire, quand il y avait un problème, c'est tous les Congolais qui se soulevaient pour se battre. Moi, quand nous arrivons au collège classique et moderne de Pointe-Noire, que vous appelez aujourd'hui lycée Victor Augagneur, peut-être passé par le statut de collège Victor Augagneur. Un jour, il y a eu une grève dans cette école. Pourquoi? Parce qu'un enfant appelé Mopenzo Swaka Victor, vous voyez déjà le nom là, personne ne se demandait d'où vient ce genre de nom. Nous, on était habitués à Louemba, à Makoso, à Chilinda, etc. Mopenzo Swaka Victor. Le professeur d'éducation physique avait eu des écarts pas bons en direction des nègres qu'il a traités. Mopenzo a giflé coup de tête au professeur d'éducation physique blanc. Le surveillant général blanc était venu aussitôt. On a mis Mopenzo Swaka Victor dehors. Donc, en fait, disons, il a été renvoyé. Mais nous sommes mis en grève. Tout le monde. Il n'y avait pas à dire, lui, mais c'était un Mboshi.
on n'a qu'à le renvoyer, c'est un ceci, cela, mais tout le monde, nous étions des élèves, l'avenir de notre pays. On s'est battu pour faire grève. Et ça fait intervenir le ministre Prosper Ganzion, ministre de l'Enseignement. Il a débarqué à Pointe-Noire. Et ils étaient corrects. Il a fait asseoir les gens de l'établissement. L'élève a été appelé, il s'est expliqué. Il a exigé la réintégration de cet élève-là. Vous voyez, même les dirigeants avaient un comportement, mais vraiment, qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que moi, c'est M. François-Xavier Catali, ministre des Eaux et Forêts, qui est venu me prendre pour me ramener au Congo. Il dit, on a besoin de cadres, vous faites quoi ici? C'est un ami qui a fait l'école avec moi, qui l'avait déjà coopté, qui était conseiller au ministère, qui lui a parlé de moi, parce qu'on a été dans toutes les mêmes écoles. Et quand il se plaignait des cadres, ben, monsieur, mon ami, depuis un an, il dit, mais non, mais il y a un tel qui était avec moi, à tel endroit, depuis Libreville jusqu'en France, en passant par l'Allemagne, parce que nous avons fait tout ça. Il faut peut-être le récupérer, c'est un bon cadre. Monsieur François-Xavier Catali n'est pas venu pour me prendre moi simplement, mais il profite d'une mission en France pour ramener un Congolais. Donc, nous n'avions pas besoin de savoir qui est qui, c'était des Congolais. J'ai eu des problèmes avec Ange Diawara, mais vers qui je suis allé? Vers Noumazalaï Ambroise, coordonnateur général du plan, qui savait où se trouvait quel étudiant et dans quel domaine, et qui attendait que les étudiants rentrent pour que les orienter vers les centres d'animation. On avait besoin des cadres. Aujourd'hui, c'est ça aussi, justement, un des Évidemment, puisque vous parlez des étudiants qui étaient suivis, d'ailleurs, vous avez cité Ambroise Noumazala et vous avez donné aussi un exemple de François-Xavier Catali qui est venu vous chercher alors que vous étiez encore en France en train de suivre, sinon de poursuivre vos études. Alors, on va donc essayer de reparler du système scolaire congolais. Comme vous le savez, hein, il est obsolète aujourd'hui. De toute façon, ce n'est plus un secret pour personne. Il suffit d'observer, comme qui dirait l'État des établissements scolaires, les salles de classe pléthoriques, jusqu'à 200 élèves dans une seule classe, un déficit de plus de 20 000 enseignants aujourd'hui est à relever, et les étudiants congolais à l'étranger, vous savez ce que ça donne, qui sont abandonnés sans bourse, parfois 3, 4 ans sans bourse. Alors, je veux un peu revenir pour comprendre comment ça fonctionnait à votre époque. Comment vous financiez vos études, comment l'État congolais suivait vos études, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Ambroise Noumazala, si vous l'avez rappelé, était au plan pour regarder tout cela, et certainement qu'il savait où était tel ou tel autre étudiant quand on avait besoin de lui, ou quand il avait fini sa formation, on devait vite le faire entrer. Le pays avait besoin de ces cadres, ce qui n'est plus apparemment, ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Ce n'est plus d'actualité aujourd'hui parce que l'homme d'aujourd'hui ou le responsable d'aujourd'hui considère que peut-être, excusez-moi, c'est pas que c'est ce que je sais, il imagine peut-être qu'il n'y a pas besoin d'avoir étudié pour faire quelque chose. La preuve, c'est qu'il suffit d'arriver aujourd'hui quelque part et demain vous montez un hôtel à Pointe-Noire. Hein? Je vous disais, par exemple, qu'il faut faire attention que les gens de ce chemin de fer se mettent debout, qu'ils aillent sauver un bâtiment historique tel que le bâtiment de la gare de Pointe-Noire, faute de quoi on va le vendre bientôt. Vous allez voir, il y a un hôtel, si on ne fait pas attention, il faut monter un hôtel. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. L'homme d'aujourd'hui, d'abord, comment étaient financées tes études? À l'époque, il y avait des bourses que les pays étrangers octroyaient au Congo dans différents domaines que le Congo, je suis sûr que c'est le Congo qui présentait un tableau des besoins de formation des cadres dans les différents domaines de son développement.
Et il y a des pays qui offraient des bourses. C'est ainsi que moi-même qui vous parle, j'étais boursier d'une affaire qu'on appelle Karl Duisberg Gesellschaft en Allemagne. C'est la Karl Duisberg qui propose des bourses au Congo. Et le Congo fait passer des concours à ceux qui sont au niveau de passer concours, d'avoir, de mériter d'aller en formation supérieure à l'étranger. Ce concours, nous les passions. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous pouvez ne pas passer un concours, votre nom figure sur la liste des admis d'un concours auquel vous n'avez pas, d'un concours que vous n'avez pas passé. Mais hier, ce n'était pas comme ça. Le machin est annoncé, ceux qui veulent s'inscrire s'inscrivent, les admis sont mis en route par l'État qui leur établit les passeports, qui sait où est-ce qu'ils vont, ils doivent s'installer. En fait, tout est mis en place d'ailleurs dans le pays d'accueil. Et lorsque, pardon, monsieur François Soumbou, lorsque vous établissez les passeports, vous payez ou bien tout ça c'était payé par l'État congolais? C'est l'État congolais. Il y avait toujours tout. Quand aujourd'hui on parle de carton qui n'existe plus, et tout un tas de choses, non. Il y avait des passeports. Aujourd'hui, tout comme aujourd'hui, il y en a. Mais les gens les cachent quelque part. Ils ont besoin d'argent. Alors, bon, il faut. Oui, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que même lorsque vous avez payé, évidemment, vous n'obtenez toujours pas le passeport. Et c'est ce qui est curieux. Beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, attendent encore leur passeport alors qu'ils ont des inscriptions à l'étranger et les cours ont déjà démarré. Et beaucoup ont raté même leurs inscriptions comme ça. Voilà, Monsieur Perrin, pourquoi je vous dis qu'il est question que le Congo, les Congolais, c'est pour ça, je répète que j'apprécie ce genre de conversation. Puisse-t-elle faire prendre conscience aux uns et aux autres pour que si vraiment nous nous aimions, si nous aimons le Congo, que nous essayons de voir les choses autrement. Mais comment? Voilà un pays où les gens n'ont rien. Donc, on les soumet à tout. Un passeport, moi, ce que vous dites, c'est vrai. Mon fils a payé 200 000 francs pour le passeport de son enfant. Mais il a fallu que le pauvre fils parte du pays où il est, qu'il descende à Brazzaville. Il a eu de la chance d'ailleurs pour aller. Il dit, mais moi, j'ai payé 200 000 francs pour obtenir le passeport de mon enfant. Moi-même, je n'avais rien payé, j'ai eu mon passeport. Maintenant, j'ai payé 200 000. D'où vient-il que jusqu'à présent, mon fils n'a pas son passeport? Il a fallu qu'il dépense qu'il vienne. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Pourquoi est-ce qu'il y a un désir de blocage, de faire qu'il n'y ait pas des gens qui voient clair, les intelligents, on n'en veut plus, on fait comme on fait, on va, allons seulement, mais allons seulement comment et jusqu'où? Jusqu'où? Alors, vous êtes en train de nous expliquer comment ça se passait à votre époque, l'école, tout était gratuit, c'est cela? L'école gratuite depuis l'école primaire jusqu'au bon. Et puis, tiens, quelque chose de curieux, on retrouvait le dossier scolaire. Moi, j'ai retrouvé mon dossier scolaire depuis que j'ai commencé l'école à l'école supérieure du Bois à Paris un jour. Le surveillant général était un Tchadien. Il dit, et puis bon, il m'appelle, monsieur, c'est bien ça, monsieur, c'est votre dossier. Ah ben, dis donc, nos dossiers scolaires nous suivaient partout, partout. On n'a jamais su qui les faisait. Tout à l'heure, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder, par exemple, les machins à la fonction publique. Vous allez, aujourd'hui, quand je vois des gens qui partent à la retraite, qui sont obligés de voyager, aller à Brazzaville, faire ceci, faire cela, mais nous, on ne savait même pas qui c'est qui faisait ces choses-là. Moi, j'ai commencé à travailler
je n'ai jamais su, bon, on m'a juste fait un arrêté, me nommant ceci, cela. On m'a logé, on a donné un véhicule avec chauffeur, parce que je n'ai pas le droit, quels que soient les fameux titres avec lesquels vous rentrez, vous n'avez pas le droit de conduire le véhicule de l'État. Vous avez un chauffeur. Il faut que ce soit votre directeur qui écrive au ministère des Travaux publics qui dit que mon agent ou mon cadre, bon, il peut conduire parce qu'on vous a appris à conduire entre-temps. On vous met à l'épreuve et à ce moment-là, le ministre des Travaux publics prend un arrêté portant autorisation de conduire un tel. À ce moment-là, vous pouvez conduire le véhicule de l'État. Mais aujourd'hui, on vous nomme là le matin. L'après-midi, vous prenez le véhicule de l'État, vous allez même le casser parce que c'est la première fois que vous montez au volant. Mais mon cher Christian, c'est douloureux quand je dis tout ça. Parce que moi, j'ai vécu cette vie qui était tellement belle, tellement organisée. Une vie où chacun respectait chacun. Où chacun faisait son rôle. Le gendarme savait que lui, il est gendarme. La gendarmerie, c'est la sécurité de l'État. C'est-à-dire s'occupe des personnalités et tout et tout. On n'avait jamais vu un gendarme débarquer sur un terrain où quelqu'un est en train de construire. Il va arrêter ce type-là parce que quelqu'un t'allait dire à ce gendarme, moyennant 150 000 francs, que le terrain là-bas, c'est à moi, il y a un tel dessus, allez me l'arrêter. C'est jamais vu, mais le gendarme ne peut pas se permettre. Ça, ce n'est pas son rôle. Le policier avait pour mission de protéger le citoyen. Nous, quand on a grandi, voir un policier, mais tu sentais la sécurité. Mais aujourd'hui, voir un policier, tu te dis, c'est une menace en plus. Attention, juste de mourir. Le militaire, son rôle, c'était la défense de la nation. On n'imaginait pas un militaire venir dans le quartier, menacer, tabasser les gens. Ce n'est pas croyable. Entrer dans les boîtes. Vous savez, vous me donnez le vertige. Oui, mais naturellement, voilà, on est en train donc de parler de l'école. Je voudrais bien que vous nous partagez cette expérience parce que aujourd'hui, le système scolaire congolais met vraiment à de grands soucis. On veut un peu comprendre cette époque, question de permettre à nos téléspectateurs de comparer, même si comparaison n'est pas raison, avec ce qui se passe aujourd'hui à l'école congolaise. À l'école, je répète, que d'abord l'école est obligatoire. Tiens, excusez-moi, je me souviens même, le PCT dont on se plaint aujourd'hui. Mais le PCT s'employait dès la fin de l'année scolaire à envoyer des délégations dans les villages pour rappeler que les enfants doivent être inscrits à l'école, que l'enseignement était obligatoire. J'en ai reçu, moi, des gens du PCT dans les villages. L'école était obligatoire. Obligatoire et il n'y avait rien à payer pour quoi que ce soit. À l'école, on vous donnait des cahiers. Surtout nous, les gamins, les tout petits, on entre. Moi, je me suis vu remettre une ardoise, un crayon à ardoise, un crayon machin, un cahier avec des lignes comme ça, là, comment on l'appelait même ce genre, le cahier là, et puis les livres de Mamadou Ebineta. Et vous gardez tout ça. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas mis livres de Soumbou et Perrin, mais on a préféré Mamadou Ebineta, ça sonnait certainement très beau. Daven, qui a écrit ces bouquins-là, a préféré mettre des noms des gens de l'Afrique de l'Ouest. Vous aviez tout. À la fin de l'année, vous allez remettre les bouquins qu'on vous a donnés pour que ça serve à d'autres qui viennent. Et chaque fois, l'État renflouait. Nous voici arrivés en sixième. En sixième, on catégorisait les enfants de la manière suivante. Ceux qui venaient des villages lointains,
ils étaient internes, ils vivaient à l'école, mangeaient là-bas, ils dormaient là-bas, tout là-bas, ils étaient même habillés. C'était Donc habillés, nourris par l'État congolais. Par l'État de oui, congolais, puisque nous étions déjà congolais. Ça, c'est déjà après 1960. Il y avait les internes, il y avait les demi-pensionnaires qui, eux là, du fait de l'éloignement, vous habitez une PACA là-bas, vous venez au lycée à Pointe-Noire, donc vous avez, vous êtes demi-pensionnaire, on vous donne un peu, on vous fait manger à l'école parce que vous ne rentrez à la maison que le soir. Il y avait les boursiers. Moi-même, là, j'étais boursier. Nous percevions 3 000 francs de l'époque. Je ne sais pas si c'était le CFA d'aujourd'hui ou quoi. Les souvenirs sont lointains. Il y a quand même 60 ans de cela. Hein? Donc, j'avais ma bourse tranquille, de l'argent de poche. Qu'est-ce que je faisais avec? Peut-être pour prendre les bus, mais encore quel bus? C'était 3 petits francs avec. Tout était gratuit. On arrive en troisième, on est considéré déjà comme un futur fonctionnaire. Des choses que, par exemple, vous tombez malade, quand vous êtes hospitalisé, c'est ce qu'ils appelaient en seconde catégorie. Et donc, vous bénéficiez déjà là de quelques privilèges parce que l'État est en train de veiller sur vous. C'est le cadre de demain. Voilà, c'est le cadre de demain. On veille sur vous. Vous avancez, vous arrivez en première, à ce moment-là, vous êtes vraiment pratiquement fonctionnaire. On s'occupe de vous, mais bien. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Mais il faut comprendre peut-être que hier, nous n'étions pas aussi nombreux qu'on est aujourd'hui. L'État peut avoir des difficultés, mais abandonner pratiquement de façon totale, des gens comme ça, ce n'est pas possible. Les salles de classe, nous ne pouvions pas être plus d'une trentaine dans une de classe et le moniteur, il va en Oui, mais à cette époque-là, M. François Soumou, vous dites que vous n'étiez pas nombreux, certes, mais on avait encore là une économie, j'allais dire florissante, mais aujourd'hui également, nous avons beaucoup d'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo-Brazzaville. On nous parle de 14 000 milliards qui ont été dilapidés, donc disparus aujourd'hui, sans trace. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé. Et beaucoup d'argent continue à entrer. Là encore, le Congo est en train de vivre un nouveau boom pétrolier. Mais nous ne sommes que 5 millions d'habitants, environ. 5 millions d'habitants, c'est la population d'un quartier, j'allais dire, à Kinshasa, par exemple. Nous ne sommes pas assez nombreux, donc ce n'est pas l'argent qui manque. C'est probablement, comme vous l'avez dit, un problème de compétence ou de volonté politique qui manque. Il y a l'incompétence, la volonté politique qui manque, surtout l'incompétence, parce que, non, je ne veux pas parler surtout de l'incompétence, c'est surtout parce que ceux-là qui sont aux manettes aujourd'hui, aux commandes aujourd'hui, quel effort ont-ils fait pour arriver là? Par où sont-ils passés pour arriver là? Aucun effort. Il y en a qui, paraît-il, bon, ils sont chez eux, on lui a dit, viens vite, on va payer le billet sur place, tu viens. Simplement parce que moi, par exemple, je suis nommé ministre, quand j'arrive là-dedans, je regarde les gens, le gars qui est là-dedans, s'il y a des personnes trop intelligentes, enfin, qui me dépassent en formation, je ne parle pas d'intelligence, parce qu'on était intelligent, nous n'en serions pas là. Je ne parle pas de formation. Ils regardent, ils voient, et puis ils dégagent ce qui pourrait être un danger pour lui, parce que le niveau de compréhension de la chose n'est pas le même. Ou de peur d'être remplacé par cela? Par cela. Nous avons subi ces problèmes-là par le passé, mais ce n'était pas aussi fort que ça l'est aujourd'hui. Ceux avec qui nous avons subi ça, eux-là au moins, ils avaient quand même quelques connaissances. Ils savaient un peu qu'est-ce qu'on... Parce que de toutes les façons, il y avait déjà une vision. On savait où on voulait aller, mais chacun voulait aller s'exhiber. C'est ainsi qu'à un moment donné, d'ailleurs, si vous avez entendu parler à un moment, à une époque de notre vie, il y avait une affaire de trilogie déterminante. La trilogie, vous êtes nommé directeur d'une entreprise, là-dedans,
il y a le syndicaliste qui s'en mêle, il y a le syndicaliste, l'URFC, il y avait des trucs là-dedans comme ça. Qui est venu arrêter ce cinéma? Et pourquoi il a arrêté? La réponse, c'est Yombi Opango, qui est passé comme un éclair, qui a constaté ce désordre-là. Il a fait arrêter. Une entreprise, à la tête d'une entreprise, il y a un chef appelé directeur, il appelait ça commandant de bord. C'est lui et lui seul qui prend des décisions avec un comité qu'il met en place et qui rencontre. Si on lui amène la jeunesse, et ceci, et cela, tout ça, c'est le désordre, c'est la pagaille. Et même Marien Wabi a trouvé ça, il a voulu arrêter même ces choses-là, ils ont même parlé de radicalisation, des gens qui ont débarqué dans la sauce au salon sans y être invités, ou bien ils y ont été invités, mais on leur a dit, fais ça. Mais je ne connais pas, il dit, non, tu connaîtras, on va t'apprendre ça. Un peu comme d'ailleurs, quand je parle de Marien, vous savez que quand il y a eu des problèmes entre Marien et Massamba, bon, des militaires se sont insurgés pour aller sortir Marien. Et puis, il y a eu des mouvements qui ont fait que Massamba soit parti. Mais il fallait trouver quelqu'un pour aller remplacer Massamba. Comment ça s'est passé? Les gens se sont baladés partout, je peux les désigner. Ils sont vivants, il y en a qui sont vivants pour qu'ils réagissent s'ils veulent. Pour l'intérêt de nos téléspectateurs, on peut savoir tout de même, non? Je sais que les Kunzu, par exemple, qui s'appelait Justin, devenu plus tard Haïti Osetumba, je sais que le défunt Noumazalaï et d'autres que j'ignore encore, ils sont allés consulter des gens pour dire non, on a besoin de quelqu'un pour prendre l'État. Il y en a qui ont refusé. Et c'est comme ça qu'ils sont revenus vers Marien pour lui dire, puisque les problèmes que l'on vit, c'est par toi qui sont nés, toi tu vas prendre. Mais Marien a dit, mais moi je suis militaire, je ne connais pas ça. Il dit, on va te former. Voilà. Comment ça avait commencé là, tout le déclin a commencé par là. On va te former. Et on l'a formé, il est venu là. Il y en a donc qu'on appelle viens. Et quand ils viennent, bon, il se trouve, c'est lui qui signe des machins, c'est lui qui est tout. Il se dit, tiens, il y a possibilité de faire quelque chose. Voilà comment les choses. Bon. Avant, ce n'était pas comme ça. Avant, nous avions un ministère d'équipement, de l'équipement. C'est l'équipement qui s'occupe de tout. Le budget de l'équipement, on le connaît. Les ministères envoient leurs besoins à l'équipement et c'est l'équipement qui équipe les ministères. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Chaque ministre veut son argent, veut son budget. Voilà comment... Les ministères sont devenus des propriétés privées, malheureusement. Alors, donc, on parlait déjà de Marien Gouabi. Vous nous avez parlé de l'économie congolaise, qui était déjà florissante, d'ailleurs, à votre époque, disons, des premières heures d'indépendance du Congo-Brazzaville. Et hop, va arriver un moment où le Congo va commencer à exploiter le pétrole. Il faut le dire comme ça, certes que c'est une compagnie étrangère qui va exploiter, mais le Congo va donc désormais intégrer les revenus pétroliers dans son économie. Alors, à cette époque-là, Marien Gouabi s'exclame, je peux me permettre ainsi, ben finalement, qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent? On va probablement importer la main-d'œuvre. Comme quoi, tous les Congolais devraient, au moins les jeunes Congolais actifs, devraient avoir du boulot. Mais malheureusement, c'est plutôt l'inverse. Ce ne sont plus tous les Congolais qui ont commencé à travailler. On n'a pas importé, comme on l'avait dit, la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 60% des jeunes au chômage. Non, le problème pétrole, d'abord ce pétrole, quand vous m'en parlez, j'ai la chair de poule, parce que c'est ça le malheur, pour ce qui me concerne, c'est ça le malheur du Congo. Le malheur de nos populations. Je vais vous en parler tout à l'heure, si on a encore un peu de temps. Quand le pétrole, effectivement, Marien s'est écrié, 72 milliards,
Parce qu'à l'époque, cette affaire de pétrole, déjà, ça commençait à se sentir. Il y a eu d'abord la SPAF, Société d'exploitation du pétrole du Congo. Ils ont exploré, et ils savaient où se trouvaient les puits. Et puis, à un moment donné, celui qui est venu faire l'exploration, dans la France, a senti le besoin d'entrer maintenant en exploitation de ces choses-là. Et pour démarrer, il faut renflouer le budget congolais en mettant là-dedans 12 milliards. C'est pour ça qu'on s'est écrié, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça vraiment? C'était trop d'argent en ce temps-là? Peut-être c'était trop, effectivement. C'était trop d'argent parce que le Congolais parlait en millions. Il n'était pas encore à cette étape où on est aujourd'hui, on parle milliards. Si vous présentez chez quelqu'un, vous dites que moi, 200 000 francs là, je veux acheter ceci, il vous met même dehors. Parce que maintenant, c'est 8 milliards dont il faut parler. Donc, c'était trop en ce temps-là. Alors, on a dit, bon, tout le monde va avoir du travail. Ça pouvait être vrai si on avait mené une bonne politique de gestion de ce qui arrivait. Mais c'est un peu faire comme ce qui s'est passé en temps où on a imaginé une affaire de municipalisation accélérée, des choses qu'on n'a pas pensé, qui n'apparaissent pas au budget. Pas fallait un matin, bon matin, municipalisation accélérée. Tout simplement parce qu'il y avait trop d'argent dans la caisse, on ne savait pas quoi faire avec, il fallait créer voilà, un programme comme ça, municipalisation accélérée pour dilapider finalement ces fonds. C'est pourquoi je dis, on a beau être intelligent, mais il faut être aussi malin. Il faut ruser de ruse. Les gens ont vu qu'il y a trop d'argent, alors il faut quelle ruse on va mettre en place et puis on arrive à ce genre de choses. Donc, le Congo était bien parti avec les 72 milliards et je crois que la gestion était encore bonne parce qu'il y avait encore des gens formés, capables de comprendre ce que c'était, mais qui n'avaient pas d'autre but. À ce moment-là, ils n'avaient pas découvert d'autre but que de faire pour le Congo. Tout le monde travaille de faire pour le Congo. Il n'y a pas longtemps qu'on a découvert qu'il faut se battre pour être ministre afin que je construise une maison. Il faut se battre, être député pour que je puisse avoir un petit vélo, une voiture. Mais jusque, je crois, vers les années 80, les gens avaient quand même cette conscience, avaient une espèce de vision. La personne qui a eu la vision, une vision pour le Congo, s'est appelée Massamba Deba et son équipe de technocrates. Après, c'est terminé. Aujourd'hui, on a beau y amener des gens diplômés de je ne sais pas quoi là, de toutes les façons pour certains. Ce sont des diplômes qu'ils imaginent avoir eu, mais qui n'ont pas. Ils n'ont jamais eu. De toutes les façons, on peut encore faire des recherches dans les écoles ici. Si on demandait à chacun où est-ce qu'il a obtenu tel diplôme, qu'on aille là-bas, vous verriez qu'il n'y figure même pas dans les machins qui sont passés par. Donc, le pétrole, pour nous, c'est un malheur. Sur tous les plans. Malheur, on a cru qu'avec ça, les jeunes allaient travailler, mais qui exploitait ce pétrole? Qui est venu en faire l'exploitation? Ce n'est pas nous-mêmes. Les gens, pour l'exploiter, sont venus d'ailleurs. Ils ont envoyé leurs techniciens, un peu comme par le passé. Et puis, ils prennent, ils amènent. Il n'y avait personne qui était formé pour suivre ces choses. Même ceux qui étaient formés, ma foi, ils étaient loin du commandement. Et avec la complicité de ceux qui dirigent, c'est notre pétrole. Nous avons signé, ça dépend aussi de ce qu'ils ont signé. Nous vous donnons la possibilité d'exploiter ce pétrole. Quelles conditions? Les conditionnalités, c'était lesquelles? Il y a tout ce qu'il faut voir. Avait-il prévu que, par exemple, on aille former les gens d'abord pour que ces gens-là puissent suivre et pour les remplacer, comme à l'époque, nous autres,
on nous a formés pour venir remplacer les expatriés qui étaient là. Je vous dis, entre parenthèses, que le domaine de bois, c'était la chasse gardée des expatriés. Il n'y avait personne là-dedans. À un moment donné, il y a eu le seul monsieur d'Acosta Claude qui est apparu, ingénieur agronome, des eaux et forêts et tout et tout. Voilà le tout premier cadre dans cette affaire-là. Et puis après, c'est nous autres qui avons suivi. Et c'est comme ça, puisqu'à l'époque, ils avaient une vision. La vision, c'est remplacer progressivement ceux qui étaient là. Alors, on s'est mis à former les gens. On nous a envoyé en formation, on est venu pour prendre la relève. Mais aujourd'hui, on ne veut même plus relever parce qu'on a signé certainement des contrats qui prévoient autre chose avec ceux qui dirigent. Et c'est malheureusement le constat aujourd'hui, c'est que le secteur du bois, comme le pétrole également, sont restés des secteurs fermés, où ce n'est pas n'importe quel Congolais qui accède. Et oui, curieusement, ce n'est plus l'étranger, comme qui dirait le français, qui s'accapare de ces secteurs, mais ce sont des Congolais qui se sont accaparés de ces secteurs, qui sont pourtant des ressources nationales. Ils ont vu en cela un moyen de s'en mettre les poches. Oui, mais s'accaparer de la richesse ou des richesses de tout un pays, c'est quand même un crime, il faut le dire. Pourquoi former des gens qui viendraient découvrir que la richesse nationale est détournée? Non, je reste. Et je prends des gens à qui je peux donner des ordres et puis j'avance. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Hier, l'esprit n'était pas celui-là. Mais nous devons nous battre pour ramener cet état. C'est pas moi. Il faut qu'on ait une. Je dis, on vient là, il faut une vision. Qu'est-ce qu'on veut? On vient pour détruire ou bien pour construire? Voilà, c'est tout. Et pour ça, je le dis tout le temps, je le dis souvent, les Congolais sont capables de se retrouver. C'est la peur maintenant qui pousse les Congolais à ne pas faire ce qu'ils ont déjà eu à faire. Ils ont démontré qu'ils sont capables. Je pense à la conférence nationale. Sauf que quand on a fini ces messes-là, les gens oublient qu'ils étaient à une messe, qu'on leur a dit comment est-ce qu'il faut conserver la communion. C'est ça le malheur. Mais si c'est vraiment le malheur. Alors, on va passer à un autre volet parce que le temps, évidemment, tire vers sa fin. C'est le volet santé. Volet santé, simplement parce que la semaine dernière, nous avons suivi près de 1000 étudiants congolais, donc des étudiants congolais abandonnés à l'étranger, nous l'avons dit d'ailleurs d'entre deux jeux ici, qui n'ont plus jamais perçu leur bourse. Cela fait pratiquement 4 ans. Mais non seulement qu'ils n'ont plus jamais perçu leur bourse, d'autres ont déjà fini les études. Donc, normalement, ils devaient rentrer servir le Congo. Ils se trouvent bloqués à leur niveau parce qu'il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de moyens pour rentrer au Congo. Donc, ils sont en sorte bloqués. Et parmi ces étudiants, il y a beaucoup de médecins, des gens qui ont été formés en médecine. Le système de santé a un sérieux problème. Il faut peut-être refonder encore ce système. Et de l'autre côté, nous avons les étudiants finalistes qui ne peuvent pas rentrer, qui n'ont pas leur bourse, qu'on a abandonné comme ça à l'étranger. Alors que le Congo, nous le savons également, est parmi ces pays africains qui a eu en premier un grand hôpital, l'hôpital général. Ça vous dit quelque chose, monsieur François Soumou? Mais, mon cher Christian, moi, je ne cesse de le dire, c'est un problème de vision, de volonté politique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire au Congo? Ces jeunes qui souffrent à l'étranger, ils peuvent bien avoir leur bourse, mais quelque part, on détourne ce qui leur est destiné. On le sait sûrement, mais dans un pays où l'impunité a été
institutionnalisé. On ne peut pas, même si on va découvrir comment où sont passées les bourses, qui va punir qui, comme à l'époque on disait, qui radicalise qui? Nous sommes tous dans le système, toi tu vas me punir, et surtout que ce que j'ai pris, au lieu d'envoyer aux élèves, je l'ai partagé avec toi. Alors on ne fait rien. Mais tant qu'on n'a pas puni les gens, qu'on n'a pas exigé la récupération de ceux qui ont été détournés, c'est difficile. Il faut, par exemple, qu'on voit où vont les entrées financières issues du bois, ici du pétrole, ici, pour ne citer que ces deux secteurs, puisqu'il n'y a plus rien d'autre. Où vont ces finances-là? Qu'on pose ce problème, que l'on sache où est-ce que ça va, à ce moment-là, on décide autrement. Mais qui va poser le problème? Si vous le posez, vous êtes en prison demain. L'Assemblée, aujourd'hui, qui est l'organe de contrôle, de veille, de tout, ne joue pas son rôle. Vous avez vu qu'on fait en sorte que cette Assemblée soit monocolore. Quelle, j'allais dire, plainte vous allez porter là-bas qui va passer? Ces gens de l'Assemblée qui est chargée de faire en sorte que le peuple vive correctement, ne fait rien en direction de ce peuple. Comment voulez-vous que ça en sorte? Il faut toute une pédagogie maintenant, une nouvelle école, apprendre aux députés quel est son rôle, apprendre aux sénateurs quel est son rôle, enfin aux parlementaires quels sont leurs rôles, apprendre même jusqu'aux magistrats. Quand vous voyez une Cour suprême qui joue le même jeu que la Cour constitutionnelle, est-ce que ces deux organes ont le même rôle? C'est un foutoir terrible. On ne comprend plus rien du tout. On ne sait pas qui doit faire quoi. Donc, les étudiants, s'ils sont abandonnés, les hôpitaux ne fonctionnent pas parce que par là, tout ça, c'est le rôle des élus du peuple. Mais comme ils sont plus... Comment ça fonctionnait à votre époque? La les... santé, l'école, que j'allais dire la santé, parce que j'ai rappelé tout à l'heure que nous avons quand même l'hôpital général depuis bien longtemps. Comment ça fonctionnait à votre époque? Disons, M. Perrin, je ne vais pas raconter n'importe quoi. Pour nous, est-ce qu'on avait même le souci de suivre tout ça? La chose marchait. C'est comme, bon, je suis dans un véhicule qui roule tranquille, tout ça. Je ne me demande même pas comment il fait pour passer certains obstacles. Chacun était à la place qui était la sienne. Chacun était à sa place. C'est sûr, je parlais tout à l'heure même en passant, j'ai fait un crochet vers les retraités. Moi, je savais qui m'a mis à la retraite et à quel moment j'ai vu seulement un arrêté me mettant à la retraite. Terminé. Et votre pension a commencé? Et ma pension, naturellement, s'est mise à passer. Je n'ai pas eu à aller à Brazzaville, machin, déjà de l'argent que je n'ai pas. Il faut en dépenser tout le temps pour aller faire des papiers à Brazzaville. Quand j'arrive pour faire ces papiers, il faut donner de l'argent à ceux qui me reçoivent à des guichets. Je n'ai jamais vu ça. À mon époque, à notre époque, par exemple, il y avait des... Est-ce que nous, on était notés? Oui. Tout le mois de mars, on vous donne des fiches appelées fiches signalétiques, vous remplissez, ça va chez le directeur général qui fait sa machin là-bas, ça monte chez le ministre, et puis, vers la fin de l'année, s'il y a des gens qui ont été avancés, parce qu'il y avait des catégories, des fonctionnaires, nous, les fonctionnaires, c'était la catégorie B, il y avait les B1, les B2, il y avait la catégorie A, A1, A2, et voilà. Qui vous a mené dans ces catégories? Nous, on attendait seulement la fin de l'année pour savoir si on est monté. Il y a même des gens
qui, du fait de leur travail, moi j'avais un jeune que nous avions recruté à 17 ans à l'Oudima, dans au centre de la station de recherche forestière l'Oudima. Il travaillait tellement bien qu'on était surpris un jour de savoir qu'il est devenu ingénieur assimilé. Lui, il n'a fait aucune démarche. À 17 ans, alors qu'aujourd'hui, jusqu'à 40 ans, on est encore sous le toit de ses parents. Comment? On fait tout sous le toit des parents. On va faire ses enfants, on est chez les parents. Parfois, ton propre enfant va faire d'autres enfants. Toi, papa, et tes enfants. Et les enfants qu'ils vont faire ailleurs, ils sont encore chez les parents. Donc, je ne peux pas répondre à la question pour vous dire comment est-ce que ça se passait. Ça se passait, c'était sur des roulettes. C'était tellement bien huilé qu'on ne s'en préoccupait pas parce qu'il y avait des personnes pour s'occuper de ces questions. Moi-même, le concerné, je n'avais pas besoin de tout ça. Le gars qui travaille, par exemple, il avait l'inspection du travail. Au cas où il a des problèmes avec son employeur, c'est lui qui va, c'est l'inspection du travail qui prend la situation en main. Ce n'est pas lui qui court par-ci, par-là. Non. Il y avait le syndicat, un syndicat libre de s'exprimer, un syndicat libre d'aller se battre pour les travailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis... Et donc, aujourd'hui, on peut également dénoncer un peu le comportement des syndicats qui, mais pratiquement, ne font plus rien. Mais c'est une question de compétence, papa. Tu vas te faire syndicat. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit là dans le syndicalisme? Tu n'en sais rien. Il y en a même qui vont par enthousiasme parce qu'ils espèrent qu'on peut donner un peu d'argent là-bas. Surtout qu'aujourd'hui, pour tout problème, il suffit qu'on vous donne 50 francs et vous êtes tranquille, vous êtes guéri, vous avez toute votre fortune, vous ne... c'est pas moi, vous ne plaidez plus la cause des travailleurs. Et ils étouffent d'ailleurs les grèves, c'est ce que nous apprenons. Alors, Monsieur François Soumou, les étudiants congolais à l'extérieur abandonnés, nous l'avons dit tout à l'heure, sans bourse, 4 ans, 3 ans, sans bourse. Quel avenir pour un pays qui abandonne ses étudiants? Il n'y a pas d'avenir pour ce pays. Il ne fabrique que... pas la catastrophe totale pour le pays. Quel avenir? On veut faire les jeunes, les criminels. Les assassins, les malfaiteurs dont on parle là-bas, c'est eux. Et c'est malheureusement, il est possible que ce soit même ceux-là qui détruisent tout le système, qui les utilisent pour assumer des basses besognes. Ça leur permet d'avoir un petit 100 francs pour vivre. Voilà le problème. Nous sommes en train de fabriquer une bombe terrible. Une bombe terrible. Si on y prend vite garde pour arrêter ce cinéma, pour remettre les choses sur les rails, on fabrique une bombe terrible. Parce que ces jeunes qui sont jetés en pâture, un jour, ils vont se réveiller. C'est pourquoi nous devons multiplier ce genre d'émissions pour leur faire comprendre un temps soit peu la situation, qu'ils ne se laissent pas prendre au piège tel que ça se passe au jour d'aujourd'hui. Hein? Hier, oui, mais dans le même piège, puisque vous parlez de piège, il y a évidemment, après tout ce qu'on vient de dire, aujourd'hui, il y a des groupes, il y a des jeunes, il y a des Congolais qui pensent que finalement, pour régler ce problème, il faut peut-être aller à la scission. Vous pensez que c'est une idée plausible? Est-ce qu'ils ont raison? Ou peut-être qu'ils ont raison, mais est-ce que c'est vraiment la voie qu'il faut choisir? Vous avez déjà vu un chien qui dort? Hein, papa? Le chien, quand il est couché là, de temps en temps, vous voyez, il remue la patte, il rêve. Ça sont des rêves, les chiens. Moi, je ne regarde pas ça. Hein? Et donc, la scission ne viendra régler aucun problème. Nous sommes un pays qui s'appelle, qu'on est venu nommer le Congo. Nous n'étions pas dans cet état-là. Bon, dans les années 40 ou 50, machin là, la France, en mal de ceci, de cela, nous a proposé de bâtir un pays qui s'appelle le Congo. Bon, tout ça se passe à la ville, les machins jours, on en parlera. Et puis nous avons accepté de ce que nous avait proposé.
C'est nous qui vivons dans ce pays, c'est nous qui sommes les propriétaires de ce pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ça. On a toujours vécu ensemble, je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il y en a qui ont imaginé qu'il faut venir disperser ce peuple-là. Non, nous devons nous battre pour refuser ça. Nous devons nous battre pour refuser ça. N'oublions pas aussi, aujourd'hui, c'est plein de mariages mixtes. Vous avez vu quelqu'un du Sud qui n'est pas marié à quelqu'un du Nord? Nous avons des neveux partout, au Sud, au Nord, à l'Est, à l'Ouest. Alors, on fait quoi de tout ça? On fait quoi de tout ça? L'histoire de Sud-Congo, Nord-Congo, Centre-Congo, je ne suis pas dedans. Hein. Ils ont peut-être raison, chacun imagine un schéma et puis il vient le proposer à d'autres. Moi aussi, on m'a proposé d'adhérer à la République du Sud du Congo. Je dis, je veux voir d'abord qu'il est naisse et puis on va bien voir. Puis de toutes les façons, moi, à mon âge, hein, moi, je suis quelqu'un qui marche depuis longtemps. J'ai tellement marché que je préfère indiquer le chemin à ceux qui veulent qu'on le leur montre. Oui, je suis tenté de vous poser cette question aussi, une question qui est la suivante, parce que vous êtes quand même, vous avez été forestier, vous avez circulé pratiquement le Congo et vous avez vu comment les gens vivent. Parce que parmi les raisons qu'évoquent certains, c'est de se dire que ben non, de l'autre côté, les gens vivent mieux, ben voilà, donc mieux vaut peut-être se séparer d'eux. Comment vous avez vu tout ça, votre observation, quand vous avez circulé le Congo, y a-t-il des zones, les départements où les gens vivraient mieux que chez les autres? Moi, j'ai traversé le Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest. Partout où j'ai été, j'ai vu les mêmes problèmes. Il y a un discours récurrent où l'on me fait sortir une affaire de certains villages qui ont été bien faits, machin, tout ça. La seule chose qu'il y a à déplorer, non, il n'y a rien à déplorer de toutes les façons. Ce village, c'est le village du chef du pouvoir aujourd'hui. Il a pensé qu'il faut faire quelque chose pour son village. C'est l'argent du Congo qu'on devait répartir un peu partout de la même manière, mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, on a estimé bon, je mets la charité là, chez moi-même. Bon, il y a à se battre pour exiger que un peu partout, on amène le même confort. Un peu partout, on amène le même confort. Partout dans ce Congo que je connais, on souffre des mêmes choses. Moi, je suis d'un coin qu'on appelle Pointe-Noire. Il y a des retraités là-bas que j'ai vus dans la misère. J'ai travaillé sur Sibiti dans la Lekumu, où j'avais mon chantier personnel d'exploitation forestière quand j'ai pris ma retraite et que je suis parti. J'ai vu des retraités là-bas, dans la misère. Je m'arrête là pour ne pas être obligé de citer tout le pays. Dans l'entreprise, dans une des entreprises, dans toutes les entreprises que j'ai gérées, comme c'était des entreprises d'État, c'est l'État donc qui doit prendre ces gens-là en charge, plein de retraités. J'en ai rencontré parfois, chef, tu nous as laissés dans la misère parce que leur retraite n'est pas payée. Et ces gens-là, ils sont de tous bords. Ils sont Boshi, ils sont Bateke, ils sont Bakuni, ils sont Babembe, tout ça. Tout le monde est logé à la même enseigne. Ce que je reproche à tout ce monde-là, c'est d'être résigné et de regarder, de se laisser dépérir. Un peuple, quand il se comporte comme nous nous comportons, c'est qu'il est bon pour être esclavagisé. Il a accepté son sort. Mais va-t-il l'accepter pendant longtemps? Il s'agit qu'il prenne conscience. Je reviens
excusez-moi de revenir sur des choses déjà dites, sur l'intérêt de ce genre de mission. Conscientisons ces gens-là, amenons-les à prendre conscience. Certes, quand vous voulez parler, on vous brandit une arme. Mais il va arriver un moment où même celui qui brandit l'arme va comprendre, à force de s'expliquer comme ça, il va comprendre. Son rôle, c'est de défendre le peuple en cas de... Donc, on est en guerre avec personne. Au lieu de nous faire venir des armements, de tout le temps, machin, là, on n'en a rien à foutre. Peut-être pour occuper nos militaires, mais on peut les occuper autrement. Hein, j'ai vu des militaires du genre général Raoul construire des routes qui ont gardé leur nom. C'était un ingénieur de ponts et chaussées, Raoul. Tout comme il y en a d'autres. J'ai reçu moi dans mes entreprises des colonels qui ont fait formation forestière à l'époque où les gens obtenaient des bourses de l'Union soviétique et autres, qu'on peut envoyer dans la forêt, travailler. Occupons les gens à autre chose qu'à aller embêter les autres et mettons-nous ensemble pour réfléchir sur le sort commun à tout le monde. Sur le sort commun à tout le monde. D'où, pour revenir même à votre affaire de scission du Congo, je vais écouter. C'est un peu le Congo là, je ne sais pas. Moi, je suis du Kouilou. Hein? On coupe ça. Le Kouilou prend son machin. On est combien pour faire quoi? Voilà la question qu'il faut se poser. C'est bien, allons-y voir. S'il y en a qui optent pour ça, moi, je ne peux pas les condamner. Chacun a sa façon de voir les choses. Ce que je dis là, c'est ma façon de comprendre les choses, la situation aujourd'hui. Ce n'est pas que je doive l'imposer à quelqu'un, mais je me dis, nous vivons tel chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? Moi, j'ai constaté que les Vili, par exemple, les gens de chez moi, ne parlent plus leur langue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je les ai rassemblés, dit arrêtons ce cinéma, parlons la langue. Je leur ai expliqué qu'est-ce que c'est que la langue, quelle est l'importance que revêt une langue maternelle. Mais il y a beaucoup d'adhésions. Beaucoup d'adhésions. Il y en a qui font le désordre, mais je ne lâche pas, je me bats pour être avec eux. Dire. Là aussi, dans le cas qui nous concerne tous en tant que Congolais, non, parlons d'une même voix. Parlons d'une même voix. Refusons d'être instrumentalisés. Refusons l'instrumentalisation par l'homme politique. La politique, ce n'est pas ça. La politique, c'est tout autre chose. Faire de la politique, c'est avoir un projet de société. On le soumet aux autres. Ils l'acceptent, on avance pour voir comment on peut les réaliser. Et pour les réaliser, il faut des hommes, des technocrates, des gens qui savent. Il faut que chacun soit à la place qui est la sienne. Il ne faut pas qu'un militaire quitte son arme pour venir prendre la direction générale de construction des maisons. Non, parce qu'il va vous construire des maisons qui ne servent à rien. Christian, je vous envoie vous promener vers un village qui s'appelle Yosso, chez moi. Avant d'entrer dans ce village, on a construit 163 maisons, quelque part où il y avait des eucalyptus. On a enlevé les eucalyptus en enlevant 163 maisons. On a dit que ce sont des logements sociaux. Mais qui les habite, c'est des serpents. Il n'y a personne dedans. Bon, là où où les gens travaillent avec des visions, si on lance des trucs de ce genre, il y en a qui vont dire non, on va construire ces maisons-là pour quel machin précis. Est-ce qu'il n'y a pas des priorités? Tout comme je vous ramènerai vers ce que j'ai déjà dit, la municipalisation accélérée. Est-ce que c'était vraiment bien pensé de faire comme ça? C'était plutôt du développement accéléré qu'il fallait parler. S'asseoir et voir comment mettre en place
un programme de développement accéléré et non pas de ministérialisation accélérée où on a inventé, imaginé faire n'importe quoi, juste à construire des aéroports dans des villes à côté de Brazzaville. Pour aller de Brazzaville à Kinkala, vous pensez que moi je vais avoir besoin d'un avion? Et ces aéroports qu'on a construits, par exemple, je pense celui de Kinkala, ils sont abandonnés et partout, c'est habité maintenant par des guêpes maçonnes. Et ces guêpes, un jour, se sont mis à piquer des gens. Je crois que c'était même une délégation du chef de l'État. Les gens sont venus là, c'était en campagne électorale. Les gens ont dit, bon, le meeting va se faire là-bas. Les abeilles, bon, c'est des petites bêtes comme ça, mais ça a leur intelligence. Elles ont toujours été dans le calme. Voilà qu'il y a du bruit, il y a une machine. Paf! Les Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils sont sortis pour se défendre. C'était habituel. Voilà, on a construit un aéroport pour loger des abeilles. Et il y a un pauvre vieux dans le village de Kinkala qui a été indexé comme étant le patron de ces abeilles. Et c'est lui qui les aurait envoyés pour empêcher que la campagne se fasse. Vous voyez juste à quel niveau on est descendu? Et qui disent ça, ce sont des gens prétendus. Voilà, et donc il faut toujours trouver un coupable quelque part. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, Monsieur François Sombou. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, mais je vais vous laisser quelques secondes pour conclure, probablement pour un mot de la fin. Quelle alternative pour le Congo? Quand on veut faire quelque chose, ayons d'abord une vision. Que voulons-nous? Ensuite, quittons notre peur, quittons nos peurs, comme nous avons quitté nos peurs en 1991, je crois. Nous nous sommes retrouvés. Le Congo s'est mis face à lui-même. Il y a eu peut-être des ratés parce qu'on s'est insulté, ceci, cela, tout ça, non. Cette fois-ci, il faut que ce soit des gens responsables qui s'organisent. Que nous essayons de nous faire une vision là. Qu'est-ce que nous voulons? Ensuite, on se met à débattre de ces questions-là. On tombe d'accord sur certaines choses. On définit des compétences. On définit ce qu'il y a à faire. On cherche des capacités pour pouvoir mettre en œuvre ce que nous avons décidé de faire. Ce n'est pas qu'on aille prendre des gens qui n'ont rien à voir parce que c'est un parent. Non, arrêtons ça. Le pays n'est pas une affaire de famille. Le pays, c'est le pays de tout le monde. Vous voyez, si on n'arrête pas vite le danger vers lequel nous courons aujourd'hui, il y a des ministres là-bas qui partent, qui paraît, qui sont trop vieux, à les envoyer leurs enfants à l'Assemblée nationale. Il y a même les présidents qui, paraît-il, vont laisser leurs enfants devenir présidents de la République à leur place. Enfin, chacun s'en va, laisse son enfant avec la mentalité que lui, il a vécu avec. Donc, l'enfant va continuer comme ça. Le pays ne s'en sortira pas. Il faut déjà qu'on arrête aussi déjà cette histoire d'héritage en politique. Vous allez hériter du pays de combien? 500 millions d'habitants que vous avez dit? De 5 millions d'habitants. 5 millions d'habitants, pardon. Encore qu'il faut faire le recensement. Qui a recensé? Parce que moi, j'ai vu des villages où il n'y a pratiquement personne. Quand j'ai vu la liste des recensements, mais ils sont des milliers. C'est bizarre. Mais sur le terrain, j'ai vu 3-4 maisons. Mais sur le papier, mais ils sont des milliers. Enfin, même si c'est comme ça, ayons d'abord une vision, travaillant à nous mettre ensemble, à nous comprendre, à nous entendre, tuons le leadership qui nous embête, la bataille pour le leadership. Parce que moi, je suis du Kouilou, je veux être président. Ah non, pourquoi celui-là du Kouilou? Pourquoi c'est pas quelqu'un de la Bouenza? Pourquoi ceci, cela? Non, à ce moment-là, réfléchissons sur un nouveau modèle politique, comme une nouvelle forme. Laissons cette histoire de démocratie, rentrons
dans un machin qui est à nous, propre à nous, aux Congolais. On peut le faire. Pourquoi voulez-vous suivre? C'est juste, surtout jusqu'à présent, nous avons été, disons, soumis à l'exécution des modèles d'autres, mais parce qu'ils y gagnent en nous imposant leur modèle. Alors, fabriquons notre modèle. Arrêtons cette guerre, c'est ça malheureusement qui a amené les Massamba débats, qui était pour une affaire de socialisme bantou contre voilà, comment on les appelle les autres. Ces deux tendances-là se sont heurtées l'un à l'autre, d'où certains non. Asseyons-nous, trouvons notre modèle et remettons-nous sur les rails, avançons. Le pays peut s'en sortir. Et tant qu'il y a la vie, je répète, il y a l'espoir. Et des gens pour dire la même chose que moi, il en existe. Alors, moi, je veux vous encourager, Monsieur Perrin, mon cher Londé, travaillez à faire que vous nous appeliez, nombreux, pour venir ici. Celui qui ne veut pas vous l'amener, parce qu'il y en a qui ont peur, non? On a peur parce que le lendemain, on peut venir vous prendre, vous amener à la DST. Moi, j'ai vu maltraiter quelqu'un qui avait un malabar avec des muscles terribles. Le pauvre bonhomme qu'on a arrêté, on l'a fait asseoir sur la chaise et ce bonhomme tapait là. C'est sûr que ce type-là sautait avec les tympans bousillés par ce gorille qui était devant lui, qui ne sait pas qu'il souffre, ce malheureux-là, il va souffrir, ce gorille-là. Hein? Il lui a bousillé les tympans. Terrible. Il faut que ça s'arrête. Que celui qui a ce mot à dire, dise, parce que c'est notre Congo. Maintenant, s'il y en a, comme il en existe déjà, qui disent, non, 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 moi, cette histoire de Congo, je ne veux pas de ça. Moi, je vais créer mon pays à moi. Ils peuvent le faire. Et on regarde comment est-ce que peut couper. J'ai entendu quelque part, par exemple, on disait que le Congo ne pourrait pas devenir une confédération. Une fédération, confédération, le mot manque. Mais pourquoi pas? Voilà des thèmes de réflexion. Il ne faut pas aller se cacher sous le lit pour en parler. Il faut mettre ça au grand jour, que chacun y réfléchisse. Quel modèle nous voulons pour le pays afin qu'on s'en sorte? C'est pour ça, pour terminer, je dis, quand vous parlez d'indépendance, moi je dis, nous sommes à la 62e année de réflexion quant à savoir comment allons-nous faire pour continuer d'avancer. C'est l'indépendance, ça ne se solde pas comme ça. Les Maliens ont compris. Tout le monde suit ce qu'il se passe là-bas. Nous aussi, faisons tout pour comprendre. Le Dieu créateur va nous aider à y parvenir. Et je vous remercie infiniment de m'avoir donné cette occasion de vous donner mon point de vue sur ce que vous m'avez demandé. Et je vous dis être toujours prêt, disponible pour venir causer avec vous de tout ce dont il nous faut causer et c'est important. Mais le Congo est un très beau pays, très, très, très beau pays, sur tous les plans, sur tous les plans. L'enseignement 100% scolarisé, des cadres bien faits, des cadres bien formés, qui rentraient malheureusement chez eux, bien qu'ils n'avaient rien, ils ont réussi à travailler. Je pense à l'hôpital général, là, mais ce qui leur manque à ces pauvres diables, c'est des médecins bien formés. Il leur manque le plateau technique. Comment il va faire? Il n'a rien pour arracher les dents aux gens. Et il est professeur en dentisme, comment ils appellent ça. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour le pays. Impliquons-nous à travers ce que vous faites, c'est comme des appels à l'éveil. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion de dire mon point de vue sur certaines questions. Si certains propos ont heurté ceux qui sont là où ils sont, ça ne fait rien. C'est leur droit, mais qu'ils comprennent que nous sommes à un moment où on doit travailler. Mettons un peu de logique autour de nous. Arrêtons de nous tromper. Les milliards vers lesquels nous courons, on a beau les avoir, on va les laisser. On va les laisser. Vous avez beau construire des... C'est pas moi. On m'a pris
toute la ville de Pointe-Noire pour mettre n'importe quoi. Même des endroits où t'es bon, je pense au Bois d'Amour, on est allé monter des maisons dessus. Enfin, bref, papa, merci encore. Eh bien, voilà, je retiens donc que le Congo est un beau pays. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. En tout cas, merci, monsieur François Soubou, d'avoir encore été avec nous sur ce plateau, mais surtout de nous avoir partagé votre expérience. À vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous avoir encore consacré à tout ce temps précieux à nous suivre. À ceux qui venaient de nous rejoindre sur Télar TV, ne manquez pas de vous abonner, liker, partager, et on se dit donc à très bientôt. Merci.